Dans la télé d'ici ce soir, on a choisi d'aborder deux questions qui, de notre point de vue, en tout cas du point de vue de la télé d'ici, ne sont pas suffisamment discutées, abordées dans les médias. C'est d'une part la question de l'adoption, donc des enfants, et de l'autre côté, la question des orphelins, donc par ricochet, la question de la gestion des orphelines. On en parle ce soir avec un invité, un expert de la question qui a accepté gentiment de répondre à l'invitation de la télé d'ici. C'est Alain Didier Latmel, il est le directeur de la protection de l'enfant au ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Donc avec lui, on abordera cette question tout au long de cette émission. Pour le volet, comment dire, non pas artistique, mais la cerise sur le gâteau en fin d'émission, on sera rejoint par un jeune prestidigitateur, un illusionniste. Il se nomme Pilou. On dit de lui d'ailleurs qu'il émerveille chaque fois qu'il fait montre de ce qu'il sait faire. Je le découvrirai en même temps que vous. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI du lundi au vendredi à partir de 18h40. On revient sur des questions qui vous intéressent. Ce soir, on a choisi de parler d'orphelins, d'orphelinat et d'adoption. Et on a beaucoup de plaisir d'être en compagnie d'Alain Didier Latmel, directeur de la protection de l'enfant. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Cheikh Yvan. Merci de répondre à notre invitation. Merci. En face de vous, il y a Pierre. Bonsoir, Pierre. Et la princesse. Bonsoir. Ça va, Pierre et princesse? La Côte d'Ivoire compte combien d'orphelinats? Nous avons officiellement 68 orphelinats en Côte d'Ivoire. D'accord. Répartis de façon équitable sur la surface, la superficie nationale ou... Oui, sur toute étendue du territoire national, nous avons réparti ces orphelinats qui sont à la fois publics et privés. D'accord. Public, j'imagine donc que c'est géré par l'État, on va Directement dire par l'État, oui. D'accord. Et privé, c'est géré par qui? Par des particuliers, des organisations, des personnes qui veulent bien apporter leur appui à l'État. D'accord. Et quelle est la relation entre l'État, justement, et ces particuliers, ces ONG, j'imagine? L'État assure la tutelle de ces orphelinats qui sont en relation directe avec le ministère de la Femme, Famille et Enfants qui est leur tutelle. D'accord. On a combien de pensionnaires dans ces 68 orphelinats? Nous avons environ 800 pensionnaires. D'accord. Environ. Qui viennent d'où, essentiellement? De toute étendue du territoire national, ces enfants viennent vivre dans ces structures parce qu'ils sont orphelins, parce qu'ils ont un besoin spécifique et ces maisons-là leur apportent l'appui et le soutien qu'il faut. Alors, quand vous dites qu'ils sont orphelins, donc orphelins de père et de mère, mais j'imagine que dans la famille, la grande famille, il y a des oncles, des tantes. Pourquoi ces enfants ne sont pas recueillis par ces personnes-là? Il y a forcément une situation quelconque qui oblige un enfant à intégrer une de nos structures et nous disons que c'est le dernier recours. C'est parce que par ailleurs, on a analysé et obtenu le fait que l'enfant ne peut pas évoluer directement dans le cadre familial. C'est pour cela qu'il est obligé d'intégrer une structure comme un orphelinat. Alors, comment il s'y retrouve? Comment il se retrouve dans ces orphelinats? Est-ce une action de l'État qui donc va chercher ces enfants ou c'est plutôt ces enfants qui viennent à vous ou c'est plutôt des personnes qui vous les envoie? Les deux formules sont utilisées. L'État recrute directement des enfants avec un besoin dit particulier qu'il intègre dans ces structures. Et aussi, il y a que des parents, des personnes de bonne volonté nous amènent des enfants en situation de vulnérabilité. Et ces enfants sont intégrés dans ces structures-là pour leur prise en charge. D'accord. Il y a une tranche d'âge Oui, quand on parle d'orphelinat, la tranche d'âge varie à partir de 5 ans jusqu'à 18 ans. D'accord, 5-18 ans. 5, 18 ans. Alors, parlons un peu des orphelinats publics. Ils sont gérés comment, subventionnés comment, et le personnel notamment qu'on y retrouve? Les orphelinats publics, il y en a deux. L'orphelinat des garçons de Bingerville et l'orphelinat national des filles des Grands Bassam, qui sont gérés par l'État directement. L'État y apporte l'appui financier qu'il faut. Le patrimoine appartient à l'État. Et au sein de ces structures-là, il y a des professionnels qui sont
cooptés, qui sont mis à disposition pour encadrer les enfants sur le plan social, le plan éducatif, le plan sanitaire et même sur le plan psychologique. Alors, il y a une chose qui m'intéresse dans les rapports entre l'État et les orphelinats privés. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé donc de la relation, donc l'État sur la tutelle. Concrètement, comment ça se présente? Est-ce qu'il y a un contrôle qui est fait? Est-ce qu'il y a des exigences dans lesquelles doivent entrer donc ces organisations privées-là qui gèrent ces orphelinats? Comment ça se présente? Oui, absolument. Il y a un contrôle qui est fait parce qu'au départ, il faut obtenir un agrément de l'État pour pouvoir instituer un orphelinat privé. Et là, l'agrément est obtenu à la demande de celui qui est le promoteur de cet espace-là pour les enfants. Et l'État s'assure que cet espace qu'on dédie aux enfants bénéficie véritablement de toutes les garanties de protection pour ces enfants. À partir de là, l'agrément est octroyé. Et un contrôle est fait systématiquement et un rapport trimestriel est déposé pour faire le suivi des cas des enfants. Et en ce moment, on arrive à comprendre ce qui s'y fait concrètement à l'intérieur de ces structures et on fait des projections avec eux pour arranger ce qu'il faut arranger. Il y a une situation qu'on constate tous les jours, à tous les carrefours. Ce sont ces enfants abandonnés à leur sort. A priori, c'est peut-être des orphelins, qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce que vous allez jusqu'à mener ce genre d'enquête pour savoir d'où est-ce qu'ils viennent? Est-ce qu'ils sont orphelins? Si oui, est-ce qu'il faut les recueillir, par exemple? Effectivement, il y a ce que nous appelons les équipes de rue. C'est une équipe de plusieurs acteurs, travailleurs sociaux, acteurs sociaux, qui sortent de façon périodique dans les rues et qui accostent tous les enfants qu'ils peuvent rencontrer au moment de leur action de rue et qui évaluent la situation de cet enfant-là en ce moment et qui leur permettent donc, en fonction de ce qui est le besoin de l'enfant, d'intégrer un orphelinat, une famille d'accueil ou bien une réinsertion familiale. Il arrive qu'ils refusent d'intégrer un orphelinat? Oui, il arrive qu'ils refusent, effectivement, et nous passons des négociations. D'accord. Voilà. Quand ils ne veulent pas du tout entendre parler de négociations, qu'est-ce que vous faites? Non, est-ce qu'on peut contraindre un enfant à regagner un orphelinat? Oui, on peut arriver à contraindre un enfant à regagner une structure. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut le surveiller parce qu'il y a beaucoup de fugues dans certaines structures dont l'encadrement n'est pas comme nous le voulons. Mais il faut véritablement sortir ces enfants en situation de rue, les placer dans ces centres-là où la négociation continue et puis arriver à créer le lien avec la famille biologique pour qu'on puisse faire des médiations et que l'enfant intègre sa maison. OK. Princesse? Je sais que l'orphelinat de Bergerville voulait avoir un collège, c'est ça? Oui. Où est-ce que ça en est? C'est toujours un projet. C'est un projet que nous espérons obtenir, mais ça nécessite beaucoup d'étapes dans les négociations et la manière d'aboutir à ce projet. Parce que déjà à l'intérieur, nous avons le préscolaire et le primaire. Et juste à la clôture, il y a un collège. Alors, y a-t-il besoin de créer un collège à l'intérieur alors qu'on a juste un collège à côté? C'est toutes ces négociations que nous sommes en train de voir. En même temps, nous évaluons la situation où les enfants sont enfermés dans une enceinte et puis n'ont pas la possibilité de collaborer avec d'autres enfants. Si on continue de les enfermer là, est-ce qu'ils pourront se socialiser? Voilà, c'est pour ça qu'on a pensé que la formule ou le collège à côté pourrait les accueillir. Et là, ils pourront véritablement échanger, vivre une vie différente avec d'autres enfants. C'est une très belle chose parce qu'en fait, vous avez un programme, ils ont tous réussi au BEPC, si je me souviens bien. Oui, nous faisons 100% chaque année. C'est quoi la formule du succès? C'est l'encadrement qui est pointilleux. Nous avons tout type de professionnels à l'intérieur de ces structures-là. Et je dis ça parce que c'est souvent des enfants difficiles qu'on reçoit. Pas forcément difficiles, mais qui ont besoin d'être encadrés. Il y a forcément quelque chose à rattraper. Ce ne sont pas des enfants difficiles ou extraordinaires, mais quand un enfant nous vient, il y a une enquête qui précède l'arrivée de l'enfant. Et dans cette enquête, nous avons tous les éléments qui peuvent accompagner la prise en charge de l'enfant. Ainsi, à l'intérieur de la structure, il y a ce qu'on appelle une prise en charge personnalisée. Alors l'enfant a un besoin particulier on apporte la réponse en même temps pour lui seul. Ce n'est pas un programme groupé. Voilà. Et quel type de personnalité vous retrouvez le plus chez les enfants? Alors, nous avons beaucoup plus des enfants renfermés qui ont beaucoup souffert de l'absence d'un parent et aussi de la souffrance de ce qui ne peut pas intégrer sa famille d'origine. Parce que le réflexe aurait bien voulu qu'en même temps qu'un enfant perd son père ou sa mère, qu'il y ait à côté de lui un oncle, une tante, un cousin, quelqu'un comme ça qui le recueille.
mais généralement, le décès d'un père ou d'une mère entraîne le rejet de l'enfant. L'enfant se voit qu'il est en souffrance avec sa propre mère ou son propre papa, et donc le recueillit. Il vient dans un état affectif très, très, très réduit, et donc nous pensons d'abord le refaire, et puis voilà, lui-même contribue avec tout ce que nous proposons à lui donner une nouvelle personnalité. Quand vous dites tout ce que vous proposez, c'est du divertissement notamment, j'imagine? Ah oui, beaucoup de divertissement. Un enfant, c'est l'éveil. Et il faut proposer de l'éveil à cet enfant avec des activités ludiques, des activités de contact, des activités qui amènent à s'ouvrir, à s'éclater, à rire. Et en ce moment, les enfants, ils ont le réveil qui leur vient systématiquement. Voilà. Alors, ce qui est dit, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sortent justement, qui ont bien réussi, qui sortent de l'orphelinat de Bergerville. Est-ce qu'il y a un programme de mentorship avec justement les personnes beaucoup plus âgées qui ont réussi et les enfants qui s'y trouvent pour leur montrer que c'est pas Oui, hein, on a de belles histoires de réussite d'encadrement de ces enfants dans l'administration publique, l'administration privée. Et ces personnes-là ont elles-mêmes créé spontanément une association et qui permet de venir toujours être en contact avec ces enfants. Ils nous permettent de faire de très bonnes fêtes de Noël, de très bonnes fêtes de Pâques. Voilà, et je les salue au passage parce qu'ils contribuent à la vie de ces enfants qui comprennent qu'ils ne sont pas seuls. Il y a des personnes qui sont passées dans le même cadre avant eux, mais qui sont illuminées, éclairées aujourd'hui, qui peuvent être de bonnes occasions pour eux de suivre. Vous avez dit la tranche d'âge avant d'arriver à Pierre, c'est oui, 5 ans à 18 ans. D'accord, pas avant. Pas avant. Avant, nous sommes en pouponnière. D'accord. Est-ce qu'il y a un accompagnement psychologique? Bien sûr. Comme j'ai dit, il y a tout type de professionnels à l'intérieur de ces structures. Il y a des psychologues, des éducateurs spécialisés, des éducateurs préscolaires, des maîtres d'éducation spécialisés. Tous ces professionnels traitent de la question de l'affection de l'enfant, du handicap de l'enfant, de l'éveil de l'enfant et de son apprentissage aussi dans le même temps. Donc, c'est tous ces acteurs-là qui contribuent à aider ces enfants. Quels sont les budgets qui sont alloués aux orphelinats annuellement ou mensuellement pour le fonctionnement de la part de l'État? Peut-être que vous voulez que je vous donne des chiffres de ce que sont les budgets. Si vous en avez. Bon, de mémoire, je lui ai dit quoi. Les budgets, ils sont conséquents pour permettre de tenir la vie dans ces structures-là, sur tous les plans. Ça varie de 200 à 300, peut-être même 400 millions, ça dépend de ces structures. Par structure? Oui, par structure. D'accord, annuellement? Annuellement, oui. Okay. Alors, ce qu'on note assez souvent quand on fait des recherches sur les orphelinats, c'est la question de la vétusté parfois des établissements. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans le processus de réhabilitation ou éventuellement de construction de nouveaux centres? Je suis heureux quand j'entends ça, parce que Madame le ministre, M. Bakary Rambata, a travaillé. Aujourd'hui, quand vous allez à l'orphelinat des garçons de Bergerville, le palais qui est vieux de plus de 108 ans, est relooké, il présente fier à lui, il ressemble à son installation dès le premier jour. Vous arrivez à l'orphelinat de filles des Grands Bassam, les filles sont installées dans cet entrepôt-là qui n'en est plus un, qui est devenu une maison avec des splits, tout ce qu'il faut. Je vais vous dire que pour ces établissements publics, en tout cas, les temps sont passés, beaucoup de choses ont été faites, mais il y a un meilleur visage. Je veux dire merci aux partenaires qui nous accompagnent aussi dans cette action. Et dans le cadre du privé, on constate exactement la même chose. C'est des établissements sûrement plus récents? Oui. D'accord. Alors, comment vous parliez tout à l'heure de ces espèces de petits clusters. En fait, les enfants sont enfermés dans le fonctionnement, donc orphelinat, école, primaire et parfois collège à l'intérieur. Comment on arrive à leur permettre d'avoir une vie sociale avec l'extérieur? Comment les relations avec l'extérieur sont gérées? En réalité, c'est une enceinte qui est fermée, parce qu'on est dans un cadre de protection. Mais c'est vrai que ces enceintes-là s'ouvrent à la population extérieure. Il y a des enfants de l'extérieur qui viennent mener des activités à l'intérieur de ces structures. Il y a des personnes de bonne volonté qui viennent mener des activités dans ces structures. Et par ailleurs, nous permettons à ces enfants de sortir aussi pour vivre la vie que tout autre enfant mène en ville. Ils ont des glaciers, ils ont des séances de jeux dans des parcs et tout ça. Et ça permet de créer le contact. Mais ils ne vivent pas là en même temps 365 jours sur 365 jours. Il y a 3 mois dans la période de l'année qui sont dédiés à la vie extérieure.
Ils sont soit en famille d'accueil, ils sont soit en famille biologique, ils sont chez des tuteurs pour leur permettre donc de vivre une vie sociale. Alors justement, est-ce que ces moments-là sont peut-être ceux qui sont les plus compliqués pour un enfant d'être dans un orphelinat et de passer du temps en famille d'accueil avant de revenir dans l'orphelinat? Est-ce que c'est des préparations qui nécessitent plus d'encadrement que d'autres? Oui, véritablement, il faut préparer ses enfants à ça. Il y a beaucoup d'enfants, quand la période de la sortie arrive, qui ne sont véritablement pas prêts à aller vers le contact des autres personnes. Mais on les prépare à ça. Et je vous dis qu'il y a 3 mois de l'année où ces établissements sont fermés et le suivi est fait dans ces familles-là. Et ces familles dans lesquelles on met ces enfants sont aussi préparées à recevoir des enfants en situation de vulnérabilité et savent comment les gérer, ces enfants. Ils ont des techniques pour vivre avec ces enfants. Et donc, on arrive tout de même à encadrer ces enfants tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ces structures. Où est-ce qu'on les forme, les familles? Où est-ce qu'elles viennent prendre ces compétences-là? Il faut d'abord être volontaire pour être famille d'accueil. Vous avez une accréditation par le juge. Et lorsque le juge vous a accrédité, vous êtes formé. Et la formation, c'est sur plusieurs temps, ça dure longtemps. Tant qu'on pense qu'il y a des questions qu'il faut soulever, on les soulève ces questions, on permet donc d'en débattre. Et puis, on met des enfants dans les familles en situation. On fait le suivi à partir des travailleurs sociaux dans la localité dans laquelle la famille siège. Et puis, en ce moment, on arrive à évaluer pour voir comment est-ce qu'on réagit pour aider ces familles-là à encadrer toujours nos enfants. Quelle est la capacité, princesse? Allez-y, allez-y. Je suis sûre que surtout dans le privé, il doit y avoir des gens malveillants. Comment ça se passe pour eux? Malheureusement, quand je faisais mes recherches, j'ai vu des orphelinats très, très particuliers. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Vous allez, vous fermez? Oui, je vous ai donné un chiffre de 68, mais en réalité, il y en a plus que 68. Les 68, c'est ceux-là qui sont accrédités, qui ont l'agrément du ministère en charge de la protection de l'enfant, mais au-delà, il y en a d'autres qui sont clandestins, je dirais, et qui encadrent des enfants. Ils sont dans l'illégalité totale. Lorsque nous les découvrons, nous fermons systématiquement et nous demandons à ces personnes-là qui ont envie d'appuyer l'action de l'État de suivre le processus, de se mettre à jour et en fonction, ils sont encadrés pour aboutir à cela. Et ces enfants, du coup, vous les répartissez dans différents... On les répartit, effectivement. Quelle est la capacité d'accueil des orphelinats publics? À l'orphelinat Garçon de Bingerville, nous avons 250 lits, donc pour 250 pensionnaires. Quant à l'orphelinat des filles des Grands Bassam, nous avons 180 lits. D'accord. Pourquoi il n'y a pas plus d'orphelinats publics? La vérité, c'est que nous sommes en train de travailler à ce qu'on appelle la désinstitutionnalisation de la protection de l'enfant. La meilleure vie d'un enfant, ce n'est pas dans un orphelinat, dans une pouponnière. C'est dans une famille. C'est pour ça que nous faisons plus la promotion des familles d'accueil. D'accord. Donc, continuer d'en créer ces structures-là, c'est continuer d'intégrer des enfants dans des espaces clos et fermés. Et puis, il y a une vie, une mentalité, une psychologie d'internat, d'orphelinat qu'il faut enlever dans le mental de l'enfant pour lui donner plutôt une vie sociale. Mais alors, que deviennent-ils après 18 ans? Après 18 ans, ils sont suivis. Fort heureusement, le gouvernement nous a permis de dépasser les limites que nous avions auparavant, qui faisaient qu'après 18 ans, il y avait un souci, c'est celui de savoir qu'est-ce qu'on faisait de ces enfants-là. Ils retournaient dans des familles dans lesquelles ils n'avaient pas envie d'aller. Mais l'État a créé un statut depuis 2015, qui est le statut de pupille de l'État. Et ce statut de pupille de l'État permet donc de continuer d'encadrer ces enfants-là dans des foyers et dans des maisons, qu'ils continuent d'étudier et qu'ils continuent de s'intégrer dans la société. Qu'est-ce qu'ils y apprennent? À l'instar, par exemple, de la case des enfants de la Fondation Children of Africa, qui a vu le jour en 1998. Il y a un encadrement, il y a une formation à un métier, et après, il y a une insertion sociale, socio-professionnelle qui se fait de façon aisée. Dans le cas des orphelinats, qu'est-ce qui est fait? Alors, principalement, nous privilégions l'éducation. Cette éducation, elle est scolaire dans un premier temps. Et l'enfant, comme je dis, il est suivi. Tandis qu'il est suivi, on se rend compte que ce n'est pas forcément la classe de seconde première qui sera l'idéal pour lui. Nous le mettons en apprentissage à partir de 16 ans. Et cet apprentissage, c'est un autre centre qui est dédié, qu'on appelle le centre éducatif, qui est situé en zone 4C, qui reçoit ces enfants-là et qui leur permet d'entrer dans des apprentissages chez des maîtres artisans. Et puis là, ils sont suivis et on leur permet de ressortir avec une qualification. Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'il y a plus d'enfants qui se dirigent donc vers cette sortie à 18 ans et le statut de pupille de l'État que d'enfants qui rentrent dans le système d'adoption? C'est quoi les ratios?
Oui, le ratio, en fonction des âges, j'ai envie de dire qu'on a plus d'enfants du côté des orphelinats qui sont encadrés pour entrer dans le statut de pupille que d'enfants qui sont mis en adoption. Parce que la question de l'adoption est une question qui est traitée vraiment de façon spécifique, particulière, et qui répond à des besoins. On va y arriver dans quelques minutes, Ok. à la question donc, de l'adoption, forcément. Pierre, vous avez une autre question sur l'orphelinat? Non, c'était bien. vraiment de savoir voilà, si on restait plutôt dans les orphelinats jusqu'à la fin, ou alors si la perspective était de pouvoir en sortir assez tôt avec l'adoption. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y en a qui sortent avant 18 ans? Oui, il y en a qui sortent avant 18 ans. Nous faisons ce que nous appelons une médiation familiale. C'est-à-dire, nous récupérons un enfant parce qu'il est en situation de vulnérabilité dans une famille. Mais on aide la famille à se refaire pour pouvoir recueillir l'enfant plus tard. Et donc, lorsque ce côté-là est véritablement traité, l'enfant peut retourner dans sa famille après 1 an, 2 ans. D'accord. Dans les activités de distraction, de divertissement, vous recevez aussi des magiciens ou pas? Oui, de magicien, mais c'est pas... Pour égayer les enfants, non? Oui, là, pour égayer les enfants. Ça tombe bien. Il y aura tout Dans à les l'heure... classes, on voit de petits tours de magie. Voilà. D'accord, ça tombe bien. Ben, tout à l'heure, on aura un magicien sur le plateau de la télé d'ici. Je ne sais pas si c'est la scène ou le plateau, je ne sais pas si vous avez Pierre et Princesse. Mais bon, on en saura certainement un peu plus. On marque une pause. Juste derrière, on parle de la question de l'adoption en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui est prévu légalement? On en parle avec Lat, Mel Lat, donc directeur de la protection de l'enfant. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici tous les lundis, mardis, mercredis, jeudi, vendredi, à partir de 18h40 sur NCI pour aborder des questions qui vous intéressent. Tout à l'heure, il a été question d'orphelins et d'orphelinat. On ouvre à présent un autre chapitre, celui de l'adoption, qui est une question qui cristallise forcément les attentions, que ce soit ici, mais également partout dans le monde. On va donc, avec notre invité Alain Didier Latmel, directeur de la protection de l'enfant, évoquer donc cette question sous tous ses angles, on l'espère, le temps de 22 minutes. Juste le temps de regarder ce micro-trottoir, Pierre. De quoi est-ce qu'il est question? Vous le rappeliez tous les deux, question sensible de l'adoption. Et les premiers concernés sont bien sûr évidemment la population. Donc dans la vie d'ici, on a pris la décision d'aller à la rencontre des Ivoiriens et de savoir ce qu'ils pensent de la question de l'adoption, oui ou non, et pourquoi. D'accord. Je ne suis pas contre l'adoption parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas eu cette chance-là de pouvoir faire un enfant. Dieu n'a pas donné la grâce à toute personne. Bon, il y a d'autres femmes, peut-être, de nature, elles sont stériles, mais par amour, elles veulent adopter des enfants. Donc on peut leur donner la possibilité d'adopter des enfants. Je pense que c'est une bonne chose. Cela permet à toutes les femmes par exemple, celles qui n'ont pas la chance d'avoir un enfant, d'avoir un enfant. J'ai des filles, des grandes filles que j'ai adoptées jusqu'à aujourd'hui. Ils sont devenus des hommes et des femmes qui sont d'autres même mariés. Alors que leur père est là, très jeune, qui ne veut pas les regarder. Donc je suis d'accord. Quand tu prends un enfant adopté à bon cœur et tout, Dieu aussi te fait grâce. L'adoption me va. Parce que chez nous en Afrique, on a tendance à dire je ne peux pas adopter parce qu'il y a les enfants de mes frères qui sont là. Eux, ils posent à aider les enfants de ses frères seulement. Pourtant, il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin d'aide. Donc je suis d'accord. Il y a d'autres qui naissent même, et ils ne voient pas le papa, le maman, les deux sont morts. Si tu adoptes cela, Dieu va te bénir. Alors, Latmel, tout à l'heure dans l'élément, certains des intervenants, sinon la majorité des intervenants, parlaient de femmes qui ne peuvent pas enfanter. Juste préciser que c'est pas... l'infertilité n'est pas liée seulement aux femmes. C'est peut-être aussi le père qui est peut-être stérile. Voilà. Juste pour la petite... Que dit la loi en termes d'adoption? La loi autorise qu'on adopte en Côte d'Ivoire. On peut adopter un enfant de notre pays. On peut même adopter un enfant d'un autre pays étranger. Donc, c'est une disposition qui est prévue. D'accord. Comme, mais qui, j'imagine, est très bien encadrée, j'imagine.
Bien sûr, la loi organise la question de l'adoption en Côte d'Ivoire. D'accord. Et avec l'évolution récente des choses, nous avons d'ailleurs un cadre mieux élaboré qui permet donc de garantir une protection des enfants adoptés. Qui est habilité à adopter un enfant? Toute personne peut adopter un enfant en Côte d'Ivoire, mais il y a des critères. Il faut d'abord être un couple, un homme et une femme qui peuvent adopter. Il faut avoir été marié déjà au-delà de 5 ans. D'accord. C'est un critère. Aussi, les célibataires peuvent adopter. Mais il faut D'accord. justifier d'avoir un minimum de 30 ans pour pouvoir adopter en Côte d'Ivoire. D'accord. Certains autres critères relatifs à l'âge, à la condition sociale, vraiment la loi organise tout, mais pour dire qu'il n'y a pas de discrimination en la matière, tout le monde peut adopter en Côte d'Ivoire. Pourquoi attendre après 5 ans pour être éligible à l'adoption? Voilà, pourquoi le législateur fixe 5 ans? Le législateur veut s'assurer que le mariage il est consolidé. D'accord. Parce qu'il y a des mariages qui volent après 6 mois, 2 mois, je ne sais pas, qui disparaissent. Alors, on s'assure qu'un mariage de 5 ans, qui nous donne la preuve de ce qu'on a pu avoir des enfants, on peut en encadrer d'autres, ou on n'a pas pu en avoir, mais on est disposé, après négociation, après avoir échangé ensemble, à intégrer un autre enfant qui n'est pas le nôtre dans notre famille. Alors, tout ça est pensé dans un temps assez important qui permet donc à des Ivoiriens d'adopter. Dans les critères que vous avez évoqués, vous n'avez pas parlé de conditions socio-professionnelles. Ça existe, mais ce n'est pas prévu par la loi. C'est analysé, étudié par la commission d'adoption pour nous assurer que la condition sociale permet à quelqu'un d'adopter. D'accord. Si quelqu'un peut proposer un abri à un enfant, alors il peut adopter. Si quelqu'un a des moyens pour subvenir aux besoins d'un enfant, il peut adopter. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un est nanti forcément qu'il pourra adopter. Voilà. Donc un chômeur ne peut pas être éligible? Notre enquête va nous assurer que ce chômeur-là dispose des ressources pour s'occuper de son enfant. D'accord. Parce que dans d'autres conditions, il nous arrive de recruter les enfants des chômeurs pour les mettre en protection de remplacement. Alors pourquoi en donner à quelqu'un s'il ne peut pas s'en occuper? Très bien. Elle est composée de qui, cette commission? Cette commission est composée, présidée par Madame la ministre de la Femme, Famille et de l'Enfant. Tous les techniciens qui sont à la direction de la protection de l'enfant, les responsables des orphelinats et pouponnières qui ont en charge ces enfants-là, qui les connaissent plus, et tout autre acteur social ou professionnel qu'on peut intégrer dans cette commission, qui peut donner un avis sur la condition qui mène à l'adoption, relativement à l'adoptabilité d'un enfant et aussi à la capacité d'adopter du requérant. On a une idée du nombre d'enfants adoptés en Côte d'Ivoire? C'était difficile anciennement, mais aujourd'hui, on a des chiffres. D'accord. Voilà, des chiffres récents. Pour 2019, nous avons pu mettre en adoption, dans un cadre administratif qui aboutit à l'adoption judiciaire, nous avons pu mettre en adoption 58 enfants. D'accord, 58 enfants. 58 enfants. Mais peut-être que dans nos échanges, on pourra bien comprendre, il y a un cadre administratif qui permet d'adopter, d'aboutir à une adoption, et il y a un cadre qui est purement judiciaire. On peut en parler? Oui. On peut en parler. Alors, c'est dit qu'on a 2 possibilités pour aboutir à l'adoption. Sinon, il y a une seule adoption, c'est la décision que le juge prononce. Mais pour arriver à la décision du juge, il y a la voie qui est directe dans les tribunaux et il y a aussi la voie qui est administrative. D'accord. La voie qui est directe dans les tribunaux, c'est celle-là qui propose à tout individu la possibilité d'adopter un enfant qu'il a vu, qu'il connaît, qu'il sait en situation de vulnérabilité dans une famille. Et là, le juge va requérir le consentement des parents de l'enfant, qui soient orphelins ou qu'ils ne le soient pas. Et ce consentement qui est donné devant le juge permet d'aboutir à la fin à l'adoption. D'accord. Mais dans un autre cadre, vous avez des enfants qui sont recueillis dans des structures que sont les pouponnières parce que déclarés abandonnés. D'accord. Ces enfants bénéficient d'une procédure administrative qui aboutit à la décision du juge, mais qui est garantie à ces enfants-là d'intégrer des familles dans lesquelles ils pourront avoir le bien-être qu'il leur faut. Alors c'est très bien que vous citiez l'exemple des pouponnières, qui sont, où on retrouve des enfants dits abandonnés. Je présume qu'en amont, il y a une enquête qui est faite d'abord pour s'assurer que le parent n'est peut-être pas en vie ou peut-être qu'on n'a aucune nouvelle de lui. Quel est le temps prévu par la loi, le temps d'enquête? Alors, nous avons, dès la découverte d'un enfant, une période de 3 mois
Cette période de 3 mois permet donc de mener une enquête policière pour savoir dans quelles conditions l'enfant a été abandonné, comment est-ce qu'il a été trouvé, qui peut en être le père ou la mère. Cette enquête de 3 mois menée par la police permet donc de trouver des informations sur les géniteurs de cet enfant. D'accord. Au-delà de cette enquête de 3 mois, nous avons encore 3 autres mois d'enquête sociale qui permet donc de s'assurer que dans les conditions dans lesquelles on a retrouvé les enfants qui sont mis en pouponnière, tous les statuts qui les incombent sont acquis. Ça veut dire quoi? Qui devient le tuteur de cet enfant maintenant qu'il a intégré une pouponnière? Il faut arriver à créer ce cadre administratif dans lequel le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant devient le tuteur légal des enfants installés dans les pouponnières. Alors, selon que l'enfant est retrouvé dans une localité, le préfet de la localité est associé et tous les autres acteurs sociaux sont mis à contribution. Et à la fin, l'enfant commence à obtenir ce qu'on appelle le statut provisoire de pupille. D'accord. Alors, nous avons déjà un délai de 6 mois. C'est à partir de ces 6 mois que nous commençons à évaluer l'adoptabilité de cet enfant. D'accord. Doit-on le placer en famille d'accueil? Peut-on le mettre en adoption plénière, en adoption simple? Et alors, c'est à partir de là qu'on ouvre la possibilité de mettre cet enfant en adoption. Il est adopté de façon plénière. 10 ans après, les parents biologiques apparaissent. Qu'est-ce qui se passe? Et demandent et réclament leur enfant. La loi dit que l'adoption plénière est irrévocable. D'accord. Contrairement à l'adoption simple qui est révocable, mais en évoquant des motifs graves qui peuvent amener le juge à révoquer l'adoption. Donc, c'est fini. Quelle est la différence entre l'adoption simple et l'adoption plénière? Alors, l'adoption simple, c'est cette adoption qui est faite pour tout individu, quel que soit l'âge de la personne. Une personne de 40 ans peut être adoptée de façon simple. Il y a comme effet que cette adoption ne brise pas le lien et la filiation qui est établie avec la famille d'origine. D'accord. Et même dans la façon d'établir les noms de la personne, elle garde toujours son nom d'origine et auquel on ajoute le nom de son adoptant. C'est clair. L'adoption plénière, il n'y a plus de lien entre la famille d'origine et la famille nouvelle. Et cette option-là, elle est irrévocable? Irrévocable. D'accord. Donc, pour bien comprendre, c'est l'adoption simple, c'est le même process c'est la même chose que l'adoption ouverte, c'est ça? Les deux options, elle est soit simple, elle est soit plénière. D'accord. Quand elle est simple, je dis les effets sont différents de l'adoption plénière. Voilà. Et toute personne peut être mise en adoption simple, mais l'adoption plénière est faite pour les enfants avant l'âge de 15 ans. Quels sont les régimes qui sont les plus choisis? Parce que j'imagine que pour une famille qui décide d'adopter un enfant, ce n'est pas forcément évident d'avoir toujours des contacts avec la famille, originelle de cet enfant-là. Alors, dans les usages, on a beaucoup vu des personnes qui privilégient l'adoption plénière. Mais il arrive, comme vous l'avez évoqué, que 10 ans après, quelqu'un sorte de quelque part pour réclamer une paternité et tout. Alors, de plus en plus, on voit des Ivoiriens qui optent pour l'adoption simple. Alors, il y a la possibilité toujours de garder un lien avec la famille, mais on a une vie normale de famille par l'adoption qui fait qu'on vit bien dans sa maison, avec un enfant, avec l'encadrement qu'on peut donner à un enfant, avec l'amour et l'affection qu'on peut donner à un enfant en fonction de ce qu'on a à proposer. Vous avez dit 15 ans pour l'adoption plénière. Avant 15 ans, c'est possible ou après, je n'ai pas bien saisi ce point? C'est jusqu'à 15 ans qu'on peut faire une adoption plénière. Plénière. Voilà. D'accord. Mais donc après, à 16 ans? À 16 ans, la vie de l'enfant même compte. D'accord. Alors on peut évoluer pour une adoption simple. C'est très clair. Alors, vous avez vu le micro-trottoir. Les Ivoiriens semblent être pour la question de l'adoption. Est-ce que ça répond au nombre de demandes que vous enregistrez pour les adoptions? Effectivement, la question de l'adoption a été longtemps tabou. Il était difficile pour les Ivoiriens de s'ouvrir à l'adoption. Et ça a entraîné dans la clandestinité beaucoup de trafic d'enfants, de vente d'enfants, parce qu'il ne fallait pas qu'on sache que l'enfant que j'ai ne vient pas de moi et tout. Mais depuis 2012-2013, les Ivoiriens sont plus ouverts à l'adoption. Les dossiers et demandes d'adoption, il y en a beaucoup maintenant pour la partie nationale. D'accord. Existe-t-il une limite d'âge pour les parents qui veulent justement adopter des enfants? Oui, il faut déjà avoir un minimum de 30 ans selon la loi. Et que l'enfant que vous voulez adopter, qu'il y ait un écart d'âge de 15 ans entre vous. Okay. Voilà. Est-ce qu'il y a un âge maximum, enfin limite, un âge limite? Oui, l'âge limite est évalué par la commission. D'accord. Une personne de 76 ans qui demande à adopter un enfant, la commission évalue
la condition sociale de cet individu. À quel type d'enfant voulez-vous adopter? Un bébé à 76 ans, vous allez vous en prendre soin de quelle manière? Et l'enquête sociale et la commission évaluent toutes ces situations et décident à la fin de vous donner cet enfant ou de ne pas vous le donner, en tenant compte bien entendu de l'environnement. Vous disiez d'entrée de propos sur la question de l'adoption que les choses sont plus ou moins légales depuis quelques années. Les choses ont été donc normalisées, on peut le dire ainsi. Avant cela, c'était quoi? Ça se présentait comment? Non, il y a un cadre légal qui existe depuis 1964, qui a été modifié en 1983. Et depuis 2015, la Côte d'Ivoire a ratifié la Convention de La Haye relative à la protection de l'enfant et la coopération en matière d'adoption internationale. Et ce cadre de ratification obligeait donc à revoir notre corpus législatif en matière d'adoption pour l'adapter à cette convention-là. Ce qui fait que depuis 2019, nous avons une nouvelle loi sur l'adoption qui est vraiment un cadre plus englobant, qui gère à la fois l'adoption nationale et l'adoption internationale, mais qui garantit à l'enfant un bien-être et surtout son intérêt. Vous avez lâché le mot qui fait peur, trafic, je rajoute d'enfants. Est-ce que la Côte d'Ivoire en est victime? Fort heureusement, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de faits de société ou des faits divers qui relèvent ces questions de trafic d'enfants. Il n'y a rien qui incrimine la Côte d'Ivoire, je veux dire. Mais dans les usages, dans les manières de faire, quand vous voyez qu'on peut arriver à fermer une structure d'accueil d'enfants, qu'il soit un orphelinat ou une pouponnière privée, c'est tout simplement parce qu'on peut soupçonner dans la manière de faire les choses qu'il peut y avoir des transactions qui peuvent être des trafics. Au-delà de la fermeture, comment la Côte d'Ivoire se prémunit de cas, notamment le tristement célèbre exemple de l'Arche de Zoé, et tout, où in extremis les autorités tchadiennes, je crois, sont parvenues, somaliennes, je pense, enfin de la Corne de l'Afrique, sont parvenues donc à la dernière minute donc à freiner justement cet exode forcé, ce trafic de plus de 100 enfants. Je suis très à l'aise avec cette question d'ailleurs parce que j'ai envie de dire que la Côte d'Ivoire, dans ses usages, a toujours œuvré pour que ses enfants soient au mieux protégés. Ce qui a fait qu'elle n'a pas eu de problème à ratifier la Convention de La Haye, qui lui offrait un cadre qui était d'ailleurs celui qu'il exploitait anciennement. Du coup, on a pu faire la migration de nos textes anciens avec, dans les textes nouveaux, avec la Convention de La Haye, sans problème, parce que nous gardons toujours la confiance de nos partenaires extérieurs qui sont sûrs qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas ce type de trafic où les enfants sont exportés de façon, je dirais, sauvage. D'accord. Voilà. Moi, j'ai le petit scénario que je pense que vous connaissez bien dans les films où un couple se croyant stérile va avoir un enfant, ils lancent la procédure, et bam, la dame tombe enceinte. Est-ce qu'il y a un délai de rétraction? Effectivement, on a connu ce genre de situation. Et je sais même qu'à la dernière commission, on a rencontré ce cas-là. On avait un dossier dans lequel une dame a voulu adopter. Et le temps que son dossier soit traité et qu'on lui fasse un apparentement, elle a eu un bébé. Alors, on lui a proposé son avis favorable et elle a un délai de 10 jours pour nous signaler si elle veut garder le bébé relativement à l'apparentement ou si elle refuse. Alors, elle nous a fait le retour pour dire que j'ai un bébé à moi déjà, par la grâce de Dieu, et donc je refuse l'apparentement qui m'est fait. D'accord. Alors ça fera le bonheur d'une autre personne. Oui, bien sûr. Absolument. Et justement, encore un autre scénario un peu plus dramatique. À qui revient l'enfant si justement les deux parents adoptifs meurent? Qui revient la charge de l'enfant? C'est vrai. Lorsque les deux parents qui ont adopté ne sont plus là, l'enfant a déjà un père et une mère. Alors, il est la propriété de sa famille, de la famille de ses pères et mères. D'accord. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que sa situation n'est plus une situation de protection, en ce moment, le juge prend la décision de ramener l'enfant en pouponnière ou en protection spécialisée. Et à partir de là, une nouvelle adoption peut être faite pour l'enfant. Est-ce que vous avez justement des exemples de mauvaises expériences d'intégration mal réussie au sein d'une famille ou d'une belle famille, enfin? Alors, depuis que nous gérons une base de données récente entre 2017 et 2020, nous avons eu 2 cas difficiles d'enfants intégrés dans des familles et qui, fort heureusement,
L'adoption plénière n'étant pas encore prononcée, nous étions dans la période de convivialité et nous avons remarqué des cas de violence sur ces enfants qui ont fait retourner ces enfants dans nos institutions. D'accord. Et quels sont les préjugés justement que les gens ont de l'adoption en général? L'adoption, il y a beaucoup de préjugés qui accompagnent l'adoption. Des personnes refusent d'adopter tout simplement parce qu'elles disent « je ne sais pas, c'est quel enfant j'adopte, il est de quelle famille, il est de quelle ethnie, voilà, il a quelle aura. Si quelqu'un l'a abandonné, c'est parce que, bien entendu, il n'est pas l'enfant idéal pour cette personne. Comment cet enfant serait-il le bon enfant pour moi ?» Alors, il y a des personnes déjà braquées qui refusent sur la base de ce préjugé-là d'accepter un enfant dans leur maison. Est-ce que les populations d'ailleurs adoptent beaucoup plus en Côte d'Ivoire que les Ivoiriens en Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens, je dis depuis 2013, adoptent plus dans leur pays. Et cela sur la base de ce que notre ministre, le professeur Bakary Ramata, nous a permis de réussir. C'est ce que nous appelons l'école de l'adoption. Parce qu'il y avait ce qui manquait en matière d'adoption. Les gens ne savaient pas de quoi il s'agissait. La seule souffrance, le seul manque d'enfants faisait qu'il fallait combler quelque chose avec une adoption. Malheureusement, on ne savait pas trop ce qu'on faisait et en cours de route, on sortait carrément du chemin. Alors nous avons institué l'école de l'adoption sur orientation de notre ministre et cette école d'adoption permet donc à tous ces candidats à l'adoption d'être informés et formés sur leur projet. Et on leur donne le maximum d'informations et de scénarios sur la question de l'adoption pour qu'à la fin, leur décision soit prise et bien prise. Alors, on voit en cours de route que les personnes se rétractent parce que des informations qu'on leur donne ne collent pas avec leur culture, leur vision, leur façon de vivre. Je vous donne un exemple banal. Quelqu'un voudrait avoir un enfant de 3, 4, 5 jours, né, un nouveau-né, un nourrisson. Et nous, ce n'est pas possible. Dans notre loi, ne nous permet pas de mettre un enfant en adoption le lendemain après sa naissance. Alors que la personne voudrait bien faire comprendre et connaître à sa communauté que j'ai mis au monde un enfant en venant présenter un nouveau-né, ce qui n'est pas le cas. Alors, quand elle sait que l'enfant qui va venir est déjà âgé de 6 mois environ, alors on se dit, il y a les yeux des autres qui vont apprécier ce qui vient de se faire. Est-ce que c'est bien fait, est-ce que c'est mal fait? Sur cette base-là, les personnes préfèrent se rétracter et puis aller essayer toutes les formules médicales, mystiques et tout qui peuvent aider à avoir un enfant. Ça prend combien de temps justement pour une adoption en Côte d'Ivoire? Je ne saurais vous donner une date, enfin une période exacte, parce que anciennement, c'était des dossiers qui étaient traités très vite. Mais malgré ça, on se plaignait. Aujourd'hui encore, ces dossiers sont très vite traités dans un système qui est interne, qui permet de sortir très vite les dossiers. Mais en même temps, nous sommes confrontés à une situation, celle de l'offre et de la demande. Autant nous avons 1000 dossiers et que nous avons 24 enfants à mettre en adoption, c'est bien évidemment que 24 personnes auront leur apparentement très tôt, mais il y a encore les 900 autres qui vont attendre le temps que nous puissions avoir des enfants à mettre en adoption. Oui, mais est-ce qu'au niveau de l'appareil judiciaire, il y a une certaine célérité? Parce qu'on sait que le corps judiciaire se plaint aussi du fait qu'il y a beaucoup de dossiers et le personnel en face n'est pas suffisant. Est-ce que dans le cas de l'adoption, vous garantissez une certaine célérité dans le traitement des dossiers? La question de l'adoption au niveau des tribunaux ne sont pas réglées comme une affaire commune. Ce sont des affaires qui sont gérées en conseil, en cabinet du juge. Oui. Alors, c'est des dossiers qui vont vite. Notre seul souci, c'est la période de vacances judiciaires. Quand cette période arrive et que votre dossier arrive, vous êtes obligé d'attendre. Absolument. Voilà. Sinon, parfait. Ça va. Marquons cette autre pause. On se retrouve juste derrière. Restez avec nous. Il y aura un magicien en fin d'émission. Il se nomme Pilou. Il y aura aussi la famille Tompi à visiter ce soir. Et ce soir, ça parle d'un pasteur, l'histoire d'un pasteur. On se retrouve dans quelques instants.
Allez, vivez la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle compte d'essentiel tous les soirs dans la télé d'ici sur ANCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Ce soir, on est toujours en compagnie de Latmel, directeur de la protection de l'enfant au ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Avec lui, on aborde en tout cas depuis le début de cette émission l'orphelinat, la situation des orphelins et plus récemment, donc juste avant la pub, les critères d'adoption. Marquons une pause. On va digérer un peu tout ça. Princesse, il y a le kiff du web. Alors, on parle de famille. Quelle est la chose que vous pensez que vos parents ne pouviez pas faire? Monsieur Latmel? Moi, je peux répondre? Ouais. Allez, Pour moi, si, les parents peuvent tout faire. Quand Non, on est c'est petit, Superman. les parents... Superman, voilà. Ouais. Ouais, Il y avait une chose dont vous vous souvenez, vous? Ouais. non, je sais pas. Non, Non. non, je sais pas. Non, Ouais. non pour vous Je non vois plus. Je suis sûr que mon père ne pouvait pas être magicien pour moi, donc ça, je sais pas. Ouais, c'est pas grave, on va avoir un parent qui a vraiment surpris ses enfants. Ok. Ouais, papa. Papa. Non, t'as eu le commentaire de fin, là. La vieille, en fait, la maman passait un boubou, là. Non, votre affaire, là. Apparemment, elle disait, non, votre affaire, là, c'est trop compliqué. Bon, ok. Très bien. On va visiter, madame, la famille Tonki aussi. C'est une famille qu'on visite tous les soirs. Ce soir, ça parle d'un pasteur. Je ne sais pas ce qui se passe exactement. On regarde et juste derrière, on poursuit nos échanges avec le directeur de la protection de l'enfant. Bazaï, même c'est ce que je te dis toujours. Quand je te dis que mon attiqué là, quand tu achètes là, achète bon attiqué. Et ça là, ça colle même pas dans la main. C'est waïra comme ça. C'est quoi ça là? Hein? Ah, c'est quel genre d'attiqué ça? Bonjour ma fille. Hey! Papa. Bonne arrivée. Ah, merci beaucoup. Le portail n'était pas fermé. Ah non, je l'ai trouvé. Bazaï, je lui dis toujours, un jour quelqu'un va rentrer ici pour me tuer. Non, ça n'arrivera pas. Papa, bon, tu es venu là, j'étais en train de m'apprêter à manger. C'est ce que je constate d'ailleurs. Bien manger. Oh non, vas-y. On dit quoi à l'église là? Oui, ça va, je fais comme ça le tour du propriétaire, de tous mes fidèles. Comme je sais que tu es une des plus fidèles. Oh merde. Et je constate que tu es un embonpoint. Et voilà. Bon appétit. Ah, merci, papa. Ah, ouais. Et tu as prié avant de manger, j'espère. J'ai dit dans mon cœur. Ah, d'accord. Et ça aussi, le Seigneur reçoit ça. Mon Dieu, on s'est débrouillé petit à tirer là. Donc, les fidèles, ils disent quoi au juste? Non, La dernière fois, j'ai appris, on dit, il y a le mariage de Zaché là. Oui, Zaché. Oui, et sa femme est passée me voir, je crois, il y a 2 jours, que je mette tout en place pour, voilà, pour que tout se passe bien, que dans le saint nom de Jésus. Ah oui, tu as mangé. Oui, ça, j'aime ça là, non? Ok, ma fille, moi je vais partir, mais avant... Oui, je vais prier d'abord. Je vais prier avant de partir, parce que j'ai gros sur le cœur. Oui, je vais prier. Père, je vais prier en ton nom, parce que là, je viens de constater que dans ce foyer, en ton saint nom et hors de ton nom, ce foyer ne partage pas. Il n'y a pas de partage, il y a de l'égoïsme, de l'avarice. Et que tu as dit dans Michée 1, dans ton livre, verset 8, vais-je me lamenter et hurler, j'irai déchausser et nu, oui, et j'entonnerai la lamentation des chacals. Seigneur, j'ai prié en ton nom, je m'en vais. Papa, assieds-toi. Non, je ne vais pas. Non, assieds-toi. Assieds-toi. Je ne sais pas pourquoi tu veux me retenir. Bazaï, faut faire un plat pour le pasteur. Mais c'est quel morceau? C'est cuisse. Donc, comme je disais, ils sont venus me voir, je crois, il y a 2 jours. Ça serait un grand mariage. Ouais. Madame Tonki à retrouver tous les soirs dans la télé d'ici sur ANCI. Pierre, vous aviez une préoccupation particulière relative toujours à la question de l'adoption. Est-ce qu'il est possible pour des enfants adoptés de garder contact avec leur famille biologique tout au long de leur vie avec des parents adoptifs? Oui, il est toujours possible, selon la formule d'adoption qu'on choisit. Quand on est dans l'adoption simple, la loi prévoit qu'on garde toujours
le contact avec sa filiation d'origine, et même son nom d'origine est maintenu, et donc tout le temps, on garde le contact. L'enfant peut vivre à la fois chez le parent adoptif que chez son parent biologique. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour des candidats à l'adoption? Quels sont les critères, comment dire, éliminatoires, je peux le dire ainsi? D'abord, il faut respecter tous les critères prévus par la loi, parce que c'est sur cette base que la commission siège et puis arrive à garder votre dossier et puis vous fait un apparentement. Mais ce qu'il ne faut vraiment pas faire, c'est de ne pas garder des traces de tout ce qui ressemble à des négociations passées avec des orphelinats, des pouponnières, où on dépose un dossier, on paye un pécule, espérant que dans les semaines, les mois qui suivent, on puisse vous envoyer un enfant dans une maison. Cela, c'est illégal et c'est carrément de la fraude et c'est condamné par la loi. D'accord. Vous voulez dire quelque chose par rapport à ça? Sinon, comment vous arrivez à vous assurer justement que dans les... Alors, il y a 68 orphelinats. On va retenir 66 privés. Oui. On revient encore à la notion de contrôle de l'État, hein, le volet régalien. Comment s'assure que tout ceci est respecté à la lettre? Alors, on a des stratégies internes. Est-ce que vous avez une task force qui des peut... audits, On a des stratégies internes. Est-ce que si on les dévoile ici maintenant... Pas besoin ça de les donne... dévoiler forcément. Voilà. Mais est-ce que vous avez les ressources humaines qu'il faut, le bataillon qu'il faut pour... Vous pouvez être la personne qui nous permet d'avoir la bonne information dans une structure. D'accord. Parce que moi, en tant que directeur de la protection de l'enfant, quand j'entre dans un établissement, on cherche à rendre tout propre. Mais quand on reçoit d'autres personnes, ce n'est pas évident qu'on fasse attention à toutes ces choses. Mais on a un retour d'information. Parfait, on marque une pause. La toute dernière pause de cette émission sera rejointe dans quelques instants par Pilou, le magicien. Il est âgé seulement de 17 ans. On dit grand bien de lui, on le découvrira ensemble dans la télé d'ici. Retour sur le plateau de la télé d'ici pour télévivre de la magie, sinon de l'illusion. On reçoit maintenant, pour le dernier tableau de cette émission, ça n'a rien à voir avec l'adoption ni l'orphelinat, on va recevoir un jeune magicien pour qui l'émerveillement et la fascination sont une sorte de fonds de commerce. Ça fait 5 ans qu'il pratique, il est âgé de seulement 17 ans. Il se nomme Pilou le magicien. C'est un phénomène, dit-on, dans l'illusion. Écoutez, on le reçoit maintenant, right now, sur la scène de la télé d'ici pour le volet Surprise. La plupart des magiciens, avec des foulards, ils font des trucs assez incroyables. Ils les font disparaître, apparaître. Moi, je les transforme en baguettes magiques. Et je trouve ça assez intéressant, puisque aujourd'hui, cette baguette magique, je vais la déposer juste ici. Et c'est elle qui va me donner l'assurance pour pouvoir faire mes différents tours de magie. Alors, je la laisse là. Je suis venu avec... un livre de coloriage. Vous savez, j'ai toujours été un enfant, je vais utiliser ce terme-là, assez paresseux. C'est-à-dire que mon livre de coloriage, on me l'a donné depuis très longtemps. Jusqu'à présent, il n'y a pas une seule couleur là-dessus. Et on m'a dit de le colorier. Bon, comme vous pouvez le voir, le résultat n'y est pas. Je l'ai amené aujourd'hui pour qu'on fasse du coloriage tous ensemble. Bon, comment on va faire pour colorier ce livre? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, tous claquer des doigts, comme ça? Maintenant? Exactement. C'est-à-dire que dès que je vais dire 3, 2, 1 à 1, vous allez tous claquer des doigts. Et peut-être que le livre sera colorié. Okay. Allez-y, attention, 3, 2, 1. Ah non. Ah non, ça n'a pas marché. Bon, voilà. Bon, c'est pas grave. C'est pas un problème. On va essayer de procéder autrement. Et si cette fois, on pensait à des couleurs, bien sûr, parce que claquer les doigts, ça n'a pas vraiment de rapport avec le coloriage. Mais j'aimerais que vous imaginiez les couleurs dans votre tête. C'est-à-dire le bleu, le rouge, le rose, le vert, en tout cas, toutes les couleurs possibles. OK? Est-ce que vous pouvez prendre votre doigt comme ça et faire comme si vous apprêtiez à colorier, ok? Mais avec votre doigt, ok? Levez-le et attention, pointez sur le livre dès que je vous le dirai, ok? Continuez, attention, 3, 2, 1, allez-y. Merci. Parce que maintenant,
si on fait bien attention, le livre est complètement colorié. Le livre est complètement colorié. C'est ça. C'est super. Ouais. Mais et si on essayait d'aller encore plus loin? Parce que Allons plus loin alors. le livre n'était pas colorié, maintenant il l'est. Cette fois, on va remonter le temps. Imaginez que je prends le temps et j'en fais mon ami. C'est-à-dire que si je claque des doigts, comme ça, on va remonter le temps de sorte à ce que le livre n'ait plus de couleur. Soit encore un livre sans couleur. Bon, allons-y encore. On prend le temps, on claque des doigts. Est-ce que vous pouvez tous dire magie? Ok, dans 3 secondes. 3, 2, 1, allez-y. Magie. Avec un peu plus d'entrain, s'il vous plaît. Ok. Attention, 3, 2, 1. Magie. Ok, là on sent que vous y avez cru. Ok. Parce que, effectivement, si vous croyez à la magie. Non. Ça, c'est Harry Potter, ça. Il a tout passé. Voilà. Ça fonctionne. Il est vide. D'accord, très bien. Parfait. Voilà. Alors ça, c'était pour le premier tour. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien les tours de magie avec des cartes. Ok. Moi aussi, j'aime bien ça. Et donc, j'ai prévu aujourd'hui de vous faire des tours avec des cartes. Je suis venu avec un paquet de cartes. Les cartes sont toutes différentes les unes des autres. Je confirme. Vous confirmez, vous les voyez bien? Ok, parfait. Donc, ce que je vais vous demander de faire, ce sera de choisir une carte. Alors, à qui vais-je demander ça? Qui se porte garant? Un volontaire désigné. Ok, très bien. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, choisir n'importe quelle carte? Je vais prendre celle-là. Celle-là, parfait. Alors, la garde. Regardez-la. Et je vais vous demander de la montrer à tout le monde, sauf à moi. Donc moi, je vais me retourner, comme ça. Vous pouvez la montrer à tout le monde, sauf à moi. Oui. C'est bon? C'est bon. D'accord. Okay. C'est bon? Oui. Ok, parfait. Je peux me retourner? Oui. Super. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, je vais vous demander à vous, dire stop quand vous désirez. Stop là. Ouais. Déjà. Ouais. C'est votre dernier choix. Tout va bien. Ouais. Ok, parfait. Vous avez dit stop ici. Est-ce que vous pouvez mettre votre carte là où il a dit stop, s'il vous plaît? Parfait. Je vous montre la carte une dernière fois. Ok. Et maintenant, je vais la perdre dans le paquet. Je coupe le paquet. Je mélange les cartes. Comme ça. Pierre, il est très fort dans les mélanges de cartes. Hein. Oui, quand il fait, ça sûr. va partout. Hop. C'est quoi, une machine à sous? Ça, c'est un mélange Faro. Ah d'accord, ok. Alors, je mélange encore une fois. Et maintenant, je vais vous poser une question. Je vais sortir la première carte et vous demander si c'est votre carte, ok? Est-ce que ça, c'est votre carte? Non. Tout ça pour rien. Ok, c'est pas grave. Pas de problème. Je vais vous demander votre main, s'il vous plaît. C'est pas votre carte. Je vais la frotter un peu sur vos doigts, parce que ce sont vos doigts qui ont choisi la carte. Oh, non. Non. Tu rigoles. La carte. Bravo. Je ne sais pas qui est le magicien, si c'est là ou c'est lui le magicien. Parce que la main, il a fallu flotter. Bon, ok, très bien. Très bonne question. Ce que je vais faire, c'est que je vais encore prendre la carte. Ouais. Et maintenant, regardez attentivement. Je la mets dans le paquet, comme ceci. D'accord? Et maintenant, je vais m'approcher. Attention à la marche. C'est pas grave.
Et je vais vous demander de souffler sur le paquet. Formidable. Vous avez soufflé. La carte, je l'avais laissée dans le milieu du paquet. Oui. Je claque des doigts. La carte remonte. Je reprends la carte et je la remets au milieu du paquet encore une fois, une dernière fois. Je claque des doigts. Soufflez. Formidable. Ok. La carte remonte. À 2 reprises. Alors que pourtant, comme je vous l'avais bien montré, toutes les cartes sont différentes les unes des autres. Absolument. Good job. Merci beaucoup. Alors, Attention encore à la marche. Là, c'est mon tour de magie à moi. J'oublie tout le temps. Ouais, maintenant, c'est un tour de magie. Je suis magicien par ailleurs. Ah, en tout cas, vous faites bien de me le rappeler parce que je suis capable de magie et hop, je suis par terre. Ouais, d'accord. Alors, je vais remonter sur scène. Je suis venu avec des cordes, ok? J'ai 3 cordes. Une longue corde, ok, plus longue que les autres. Une corde moyenne, ici. Et une petite corde, toute petite, d'accord? Est-ce que vous voulez les examiner? C'est pas... Bien sûr, vous voulez... Tout va bien, ça va. Ou c'est pas nécessaire? Ok. Bon, je vais toucher quand même. D'accord, très bien. Juste un peu, hein. Vous pouvez les toucher, voilà, sur des D'accord. cordes. De vraies Ok, cordes. Comme ça, très vous bien. vous assurez bien qu'il y a une moyenne, petite Ça va. et grande. C'est pas aussi rigide que ce qu'on utilisait pour nous chicoter à l'école, mais ça va. Tout va bien. Alors, les 3 cordes. Ce que je vais faire, c'est que je vais les assembler comme ceci. Voilà. J'assemble les 3 cordes. Hop là. Et puis maintenant, hop, je vais faire en sorte qu'on ne reconnaisse même plus les cordes. Donc maintenant, on ne sait pas quelle est la grande corde, quelle est la petite et quelle est la moyenne. Oui. Ok. Je claque des doigts. Je souffle un peu. Et maintenant, attention, magie. Je fais ça. Et toutes les cordes À la même taille. À la même taille. à la même taille. Waouh. Je peux faire le décompte. Attention, on a une corde moyenne. Celle-là, c'était quoi? Long? Ah non. En tout cas, il Moyen. y avait une courte, une moyenne et une très longue. Court. Là, voilà. Tenez. Je vais vous demander de l'attraper. Formidable. Alors, maintenant, j'ai 2 cordes. 2 cordes moyennes. Alors, 2 cordes moyennes, c'est pas mal, mais je pense qu'une corde géante, c'est mieux. Ok. Je vais prendre la corde comme ça. Et vous voyez, la corde, elle a des bouts, ici. Ouais. Est-ce que vous pouvez faire comme si vous avez des ciseaux dans votre main? Ouais. Attention, coupez. Merci. Parce que maintenant, vous voyez, on a carrément une corde sans bout. Sans bout. Good job. Ah, Ok. ouais. Ah, ouais. Je récupère les bouts. Maintenant, on a une corde avec des bouts. Allez. Bravo. Je vais reprendre la corde. Ouais. Donc, on avait longue, moyenne et petite. Oui. Je claque des doigts. Et maintenant, on a effectivement long, Moyenne. moyen et petite. Il y a de la colle alpha au bout, c'est ça? Bravo. Voilà. Super. Merci beaucoup. Vous n'avez pas prévu de transformer le corps en serpent, j'espère. Non, Pas pour cette fois. Hein. pas pour cette fois, pas pour D'accord. aujourd'hui. Je pense qu'on va vite me chasser du plateau. Ah bon? On aurait aimé, pourquoi pas? Ça sera bon? Alors, Dernier tour. alors, monsieur. Ah, cette fois, j'ai pas oublié la marche. Ouais. Dans mes mains, j'ai, attention, rien du tout. Oui. Mais si vous soufflez, magie. C'est Allez, un petit lapin en chiffon, mousse, en mousse. voilà. Ouais. En mousse vient d'apparaître. D'accord. Je vais vous demander de vous concentrer. Ok. Je prends le lapin, je le laisse là. Mhm. Ok. Donc le lapin, juste ici. Soufflez.
Super, disparu. Bon, c'est pas grave, j'en ai un autre juste ici. Ok. D'accord. Le lapin. Ouais. D'accord. Juste là. Où est le lapin? Là. Là, non, là. Non. Vous pouvez le refaire? Là. Non, j'ai deux lapins. Ok. Merci, je vais avoir l'air débile devant tout le monde. Ok. Alors, est-ce que je peux avoir vos deux mains comme Bien sûr. ça? Parfait, merci beaucoup. Vous avez un lapin dans chaque main, n'est-ce pas? Je vous prends celui-là, par exemple. Je le mets dans cette main, d'accord? Donc, tout le monde est concentré sur le lapin. Je prends le lapin, simplement, je le laisse ici. Celui-là, vous préférez que je vous le laisse dans cette main ou dans cette main? Droite. Mon côté, le vôtre, très bien. Je claque des doigts. Est-ce que vous pouvez souffler, s'il vous plaît? Magnifique, parce que maintenant, hop, le lapin a complètement disparu. Décidément, votre souffle... Ah oui, t'as coupé le souffle. Bon, c'est bien, il a disparu, mais imaginez que je prends le lapin dans les airs et hop, je vous le laisse dans la main. Ne pas me dire que j'ai deux trucs dans la main, là. Ouvrez pour voir. Bravo. Quoi, il y a bravo. deux lapins? Ouais, j'en ai deux, là. J'en ai deux. Pierre est de Non, connivence. mais vraiment, j'en avais qu'un seul dedans. Voilà. Alors... monsieur. Oui. J'ai les deux lapins, ici Ouais. présents. Attention à mon souffle. Hein. On va faire la même chose. Ouais. Cette fois, imaginez que ce lapin est un mâle et celui-ci est une femelle. D'accord. Mâle, femelle. Ouais. On les laisse ensemble. Je peux avoir votre main, s'il vous plaît. Formidable. Fermez et serrez le plus fort possible, ok? Attention. Soufflez. Que font un mâle et une femelle dans une main? Ça couple dans une main. Très bien. On ouvre la main. Non, sérieux? C'est dingue. Avec les lapins, Bravo. C'est dingue. Rien n'est sec en plus. Hein? C'est lui qui a sauvé l'union, je pense, le mariage. Oui, oui. Bravo. Ouais. Donc voilà. Génial. Attends, c'est quoi ça? Alors. J'ai une corde ici. Et vous savez, tout objet est attiré par la gravité. C'est normal. Par exemple, si je prends la corde et que je la laisse, elle tombe. C'est logique. Ouais. Un truc qui est très difficile à influencer, c'est bien la gravité. Ok? Parce qu'on est tous soumis d'une manière ou d'une autre à la gravité. Ça, c'est sûr et certain. Mais on va essayer d'enlever la gravité juste pour cette corde, pendant quelques secondes. Alors, est-ce que vous pouvez tous dire magie? Attention, 1, 2, 3. Magie. Ouais, non. Non. Mais vous y croyez pas après, c'est normal. Mais si. Mais si. Non. Mais je vous vois venir. C'est-à-dire que vous vous dites, non, mais bon, c'est peut-être lui qui va faire un tour de magie. Mais ça vient de vous, ok? D'accord. Parce que dans la vie, quand on y croit, tout est possible. Ok. Attention, s'il vous plaît, dites magie. 3, Magie. 2, 1. C'est pas grave. Magie. Non, mais vous êtes le responsable. C'est parti, on avance. On va reprendre. Allez. Ok, cette fois, c'est la bonne. Attention, vous avez 3 secondes. 3, 2, 1. Magie. Vous m'attendiez. Ouais. Là, ça a marché. Dites magie encore. Magie. Oh. C'est bon. Vivien, tout va bien? Pour faire un zoom sur le batteur, sur Vivien. Ça va? Ok. Alors, en parlant de gravité, Ouais. on va essayer de faire la même chose ici. Bon. Alors, plus que 3 minutes, on va voir. Alors, j'ai été barman dans une autre vie. et en fait, quand je sers de l'eau, comme ça, hop, habituellement, Non. l'eau reste en place. Non. Bon, C'est quoi ça? on le refait. Vous êtes sûr que c'est de l'eau, c'est pas de l'amidon? Encore une fois.
Wow. Formidable. Super. Allez. Alors, j'ai aussi un journal qui n'a rien de spécial. Ok. Alors, maintenant, on se dit, mais où est le rapport avec l'eau? Ok. Il y en a qui se disent, qui ont peut-être une idée, qui ont un peu peur et tout. Mais bon, n'ayez pas peur. De toute façon, c'est vous mes cobayes. Celle qui a plus peur, en fait, c'est Daphné. Hein. Là, elle affiche une mine. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le journal comme ça et je vais ouvrir une page. Je prends l'eau. Non, vous n'allez pas faire ça. Pourquoi pas? Ok. Allons-y. Hop. Et je verse l'eau. Bon, depuis tout à l'heure, il y en a qui disent ouais, bon, nous on y croit, on la magie. Est-ce que vous croyez sérieusement? Bah là, on commence à y croire, j'imagine. Ok, parce que je sais qu'il y a de sceptiques. Ouais. J'ai vu le frisson. Ah ouais, Je l'ai senti. Ouais, je l'ai senti. L'eau sur la tête. J'aurais pas un projet de me doucher sous le plateau quoi, quand je vais là ce matin. Donc. Ah. Ok. Pas d'eau. Tout va bien jusque-là, ouais. Ok. C'est marrant parce que là, l'eau a complètement disparu Et le journal du n'est pas journal. mouillé. Bon. Ok. Je continue. Hop. Ok. Attendez, là, je vais faire une expérience, encore une fois. Vous voulez bien être mon cobaye? Oui, Une pas de dernière problème, fois. ouais. Pas de souci. Allons-y. Coule pas. Là, je sens que je suis un peu mouillé, là. C'est l'eau ou c'est la transpiration? Je pense que je pense que c'est la transpiration. Bon, tout ça c'était beau, mais on va pas gaspiller l'eau. Attention, magie, vous avez 3 secondes. 3, 2, 1. Magie. Oh non. Ah, c'est en elle plus, est bonne à boire. on peut boire. Potable. Bon, j'ai un dernier tour de magie à vous présenter. Pour ce tour-là, j'aurais besoin d'un cobaye, quelqu'un de courageux, quelqu'un de particulièrement courageux. Allez, ça va, on l'a fait là. Bon, vous êtes sûr? Ça va, on va gérer. Super. Alors, j'ai un instrument un peu bizarre. Ah non, on va faire venir Princesse. Non, Daphné. Allez. Ah ouais, Daphné. Daphné, allez, viens. Daphné de Coma 605. D'accord. Tu vois comme je t'aime, Daphné? Je sens que vous avez un Beaucoup peu de courage. peur. Ok. Bon courage. Parce Daphné, qu'en fait, la vie, c'est pas que la chanson. Hein. Donc, allez, bon courage. j'ai aussi une épée. Une épée qui va très bien avec ça. Puisqu'en fait, c'est une méthode d'exécution que je me suis procurée. Et dis que je t'aimais Méthode beaucoup. D'exécution qui date d'il y a très longtemps. Et vous êtes la première personne sur qui je la teste. Ah, ça. C'est rassurant, dis-donc. Pas On dit, tu d'inquiétude. peux déjà faire tes adieux, je pense. Hein. Allez. On peut jouer du Francis Cabrel. Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai pour. Ah, bon, non. Bon. Je vais vous demander de mettre ça sur le cou. Comme ça. Voilà. Il y a beaucoup de cheveux. Voilà. Hop, excusez-moi. Trop de cheveux, hein. Trop de cheveux. C'était pas prévu, là. C'était pas prévu. On fait comment quand c'est comme ça? On retire la perruque? Bon, on va pas retirer la perruque. D'accord. Et... Oh mon Dieu. Alors,
L'épée. L'épée. Le meilleur moment. Alors, je vais bien vous la mettre, comme ça. L'épée ou... La méthode. C'est comme ça que je l'appelle. Depuis que je l'ai, je ne sais toujours pas comment ça s'appelle. Donc, je l'appelle la méthode. Alors, Daphné, on va faire face à la caméra. Voilà, comme ça, on assiste live C'était un au revoir, l'exécution. Enfin. Daphné, c'était un au revoir. Attention, Daphné, c'est le Ne grand bougez moment. pas. Ça va faire mal au début, mais je pense qu'après, bon. Je pense que ça va un Il peu va juste piquer, mourir. mais ça va aller. Vous êtes prêtes? Chante. Vous sentez quelque chose? Vers l'ésophage. Est-ce que ça va? Vous pouvez parler? Oui, ça va. Est-ce que vous pouvez chanter? Oui. Bon, essayez de nous chanter quelque chose. Voilà. Ain't no sunshine when she's gone. Formidable. Ça, c'est une chanson de... C'est pas des chansons de Requiem, ça? Bon, ça a l'air d'aller. Bon, mais je sais pas comment on retire, hein. Ah, on garde ça. Ah, bon, là, c'est un autre problème. Mais bon, vous savez, je me suis pas entraîné sur ça aussi. Elle demande si on m'a déjà frappé. On peut faire une photo ou pas? Ça, c'est Bon. bien. Hein. Ouais, on peut faire une photo. Ouais, bah, allez-y, allez-y. Mais bon, c'est retirer là qui est compliqué. Parce qu'une fois que c'est mis, bon, écoutez, c'est pas grave. Je vais essayer. Hein. Attention, n'ayez pas peur. Allez. S'il vous plaît, j'aimerais que vous l'applaudissiez très fort pour son courage. Ah ouais. J'ai jamais été autant content de te revoir, Daphné. C'était comment la vie de l'autre côté? Merci d'applaudir Pilou, le magicien. Good job, very, very good job. Bravo, Merci beaucoup. Merci également à Lat de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission.